soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Irène Frein. Elle va répondre à une critique de Florence Bouchy du Monde à propos de son dernier roman, La forêt des 29. Irène Frein, et c'est chez Michel Lafon. Irène Frein, bonsoir. Bonsoir. Alors, 29e livre, et ça s'appelle La forêt des 29. Vous qui aimez les signes comme ça, c'est volontaire, vous saviez ça? Pas du tout, je ne savais pas. Ce sont des élèves d'un lycée qui me l'ont appris. Autre chose d'assez curieux dans ce livre, c'est votre nom est en bas. Et c'est très rare dans un ouvrage. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, c'est parce que c'est l'aventure humaine de ce groupe de gens qui ont voulu protéger la nature m'a paru plus importante que mon nom et qui a un de leurs principes qui dit qu'il faut baisser un petit peu son ego. Alors, parlons de la forêt des 29. La forêt des 29, c'est également une fable écologique. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, on est en Inde, il y a 5 siècles, et on est dans un monde qui est dévasté par les riches, les pauvres le subissent. Et il y a, comme dans beaucoup de vos livres, vous aimez ça, il y a quelqu'un qui résiste. Et là, tout à coup, on va voir ce Jumbo qui décide de ne pas accepter cette espèce de fatalité. Et on va voir qu'il va créer, après avoir été rejeté par les siens, il va créer cette communauté. Et donc cette forêt des 29 et ce chiffre 29, ce sont 29 préceptes qui permettent de guider leur vie et leur rapport à la nature. Alors, d'abord, comment se fait-il qu'on n'avait jamais entendu parler de cette communauté qui existe encore aujourd'hui? Ils sont 800 000. De 800 000, voilà. Et comment vous avez déniché? Je sais que vous allez régulièrement en Inde. J'en arrive, j'y étais encore hier. Alors comment avez-vous découvert cette communauté? Alors, je lis régulièrement des journaux indiens sur Internet. Ils sont en anglais ou il y en a même un en français. Et un jour, j'ai lu cette histoire. Et je me suis dit, c'est un conte, c'est une fable. Les Indiens sont très imaginatifs. Et ils font pas très bien la séparation par moment entre la vérité et l'imagination. Donc, j'ai couru sur Internet pour vérifier. Parce que ça m'avait enchanté, cette histoire, enthousiasmée. J'ai vu que ces gens existait, que Jumbo avait existé et qu'en effet, en 1485, il s'était levé et il avait incité les gens à se battre contre la fatalité. Il avait dit la sécheresse n'est pas le fait des dieux, la catastrophe n'est pas le fait de la fatalité, c'est le fait des hommes. Il avait eu le premier l'intuition de ce que c'est qu'une chaîne écologique. Mais vous-même, Irène Frein, on sent que vous êtes fasciné par l'histoire de ces communautés, les naufragés de l'île de Tromelin. Voilà, oui. On est dans ces communautés résistants ayant subi des attaques. Là, ils ont été abandonnés sur une île. On a l'impression que vous aimez la fable que racontent ces naufragés qui s'en tirent en général. Écoutez, m'intéressent les survivants. On vit dans un monde où on croit qu'on est là pour l'éternité. On est en Occident dans un monde de riches et on ne se rend pas compte qu'on va être obligé de renoncer à ça. Et je crois qu'il faut apprendre dès maintenant, réapprendre, parce qu'on le savait autrefois, les façons de survivre. Alors, voyons voir un peu ce magnéto sur lequel vous allez devoir réagir. Nous allons donc écouter Florence Bouchy du Monde. Bonjour Irène Frein. Bonjour. Pour écrire La forêt des 29, vous êtes apparemment beaucoup documenté, vous avez eu accès à un documentaire assez rare et vous êtes même allé en Inde sur place pour vous imprégner de l'atmosphère. Donc je crois que vous avez vraiment tout mis en œuvre pour, disons, pour vous imprégner du lieu. Je n'ai pas eu à m'imprégner, ce sont mes frères. De l'atmosphère et surtout de toute la complexité de cette histoire, de cet univers. Et c'est vrai que j'attendais du coup un récit particulièrement complexe, puisque très documenté. Et dès les premières lignes, je vous avoue que j'ai été assez déçue. Et même plus ça avançait, plus j'étais un petit peu gênée, voire à un moment du livre relativement très mal à l'aise. Alors pourquoi? Tout simplement parce que cette histoire, qui est une histoire intéressante a priori, vous, d'emblée, dès les premières lignes, vous nous la racontez avec une emphase. Ah, alors là, je vais être obligée de l'arrêter, notre amie, parce que je crois qu'elle n'a pas du tout compris une chose. Elle a fait un contresens sur le livre, elle n'a pas compris que c'est un personnage historique, j'ai l'impression. Oui. Donc vous avez dû quand même romancer la première partie de la vie. Oui, parce qu'il y avait des bribes simplement sur lui, mais j'ai interrogé en effet sur place beaucoup de gens. Mais là, elle fait un contresens. Ce personnage a vraiment existé. Absolument. Et quant à l'emphase, il n'y a pas d'emphase quand vous racontez
que 363 personnes, les unes après les autres, ont été massacrées. Nécessairement, la situation, elle arrache des émotions universelles. Et je pense que c'est ça qu'elle appelle l'emphase. En plus, je crois qu'elle ne connaît pas bien la culture indienne. Elle doit encore penser, comme pas mal de gens, que c'est des fakirs sur des planches à clous. Je trouve qu'elle vous fait aller assez facilement vers des clichés, malheureusement. Alors là, ça c'est parce qu'elle connaît pas l'Inde. C'est-à-dire que là, quand vous êtes en Inde, je crois qu'elle aurait peut-être voulu que j'emploie des mots comme sari, vous voyez, ou curcuma. Mais effectivement, moi j'ai fait des translations pour qu'il n'y ait pas d'exotisme et qu'on perçoive la portée universelle de cette histoire de ce jeune homme qui se lève et qui dit aux gens refusons la fatalité, nous pouvons être à nous-mêmes une source puisqu'il n'y a plus d'eau, et de ce type qui comprend que, si vous voulez, entre la déforestation et les milliers de morts, eh bien, il y a le fait que tout ça est réuni. Est-ce que Jumbo n'est pas quand même de l'ordre de l'élu? Il a comme des signes qu'il est prédestiné à un certain... Alors, oui, il a 6 doigts à chaque pied, et c'est ça qui fait qu'il est rejeté. Je dirais plutôt que ce qui fait de lui un élu, c'est qu'il est réprouvé. Son élection, ça a été d'être rejeté par les autres, et c'est là-dedans qu'il a construit ses anticorps qui nous... Enfin, vous voyez, comme un système unitaire, on fait de lui un type qui allait dire non. Il s'est senti le frère des intouchables, le frère des musulmans. Et quand il va fonder sa communauté, tout le monde va être égal, et les femmes égales des hommes, puisque le principe numéro 1... Oui, c'est un féministe avant l'heure. Oui, mais c'est un humaniste. Donc, la femme est un homme, au sens un homo sapiens. Premier principe, congé maternité. Hein. Je ne comprends pas d'ailleurs ce que cette jeune femme n'ait pas été sensible au fait. Hein, et que vous utilisez, vous reprenez beaucoup, pour parler d'une histoire qui a lieu notamment il y a 5 siècles, vous reprenez des expressions d'aujourd'hui, mais qui sont des expressions figées. Alors c'est vrai que du coup, assez rapidement, j'ai eu l'impression que vous sortiez la grosse artillerie, et j'avais en face de moi, quand je lisais votre livre, j'avais l'impression d'avoir une sorte de grosse production hollywoodienne. Ben oui, je suis là encore, je suis désolée, mais j'avais un fait historique qui était que 363 de ces personnes ont été attaquées par des puissants qui ont voulu les corrompre pour qu'ils coupent leurs arbres. Alors à ce moment-là, il y a une femme qui s'est enlacée à un arbre et qui a dit « Ma vie vaut moins que celle d'un arbre ». Alors sans doute, c'est hollywoodien, mais je suis un peu désolée pour vous, Florence Zouchy, c'est vrai. Mais comment se fait-il qu'en Inde, il n'y ait pas un écrivain, une romancière, qui écrit l'histoire de ces 29? Ça paraît étrange. Hein? Alors d'abord, il faut savoir que les 29, suite aux préceptes aux enseignements de Jumbo, se sont fait oublier. Et par exemple, ce qui m'a moins paru le plus extraordinaire, c'est que le massacre des 363, personne ne l'avait documenté, personne n'avait été enquêté. Pourquoi? Parce que les Bishnoi, qui veut dire les 29 en hindi, ne répondent qu'aux questions qu'on leur pose. Et donc, comme personne ne leur avait posé la question pour savoir comment ça s'était passé, personne n'avait reconstitué ce massacre-immolation qui a duré d'ailleurs 15 jours. Qui se passe en 1730, donc on aurait pu imaginer qu'il... Personne ne l'a fait. Et c'est parce qu'ils sont extraordinairement discrets. Ils ne vont pas vers vous. Ça les a protégés aussi d'une certaine manière. Voilà, le seul moment où ils ne sont pas discrets, c'est si on bute leurs animaux ou qu'on coupe leurs arbres. Alors là, ils deviennent très méchants. Et je vous avouerai que j'ai été notamment un petit peu, du coup, un petit peu choquée. Enfin, c'est un peu excessif, mais étonnée en tout cas. À la fin de votre livre, quand vous dites, vous utilisez une expression que vous mettez heureusement entre guillemets, le traumatisme intergénérationnel. Et il y a eu, chère Florence, un traumatisme transgénérationnel, parce que quand vous avez 363 personnes décapitées en 15 jours, à travers les générations, il y a un souvenir qui se passe, et les Bishnoi avaient honte
de cette... C'est un truc très connu en psychiatrie, en psychologie, de ce drame qui leur était arrivé. La victime a honte, mais vous devez le savoir quand même. Vous dites que ce qui s'est passé il y a 5 siècles relève d'un traumatisme intergénérationnel, un peu comme ce qui s'est passé pour les victimes de la Shoah. Et je vous avouerai que rapprocher l'immolation d'un peuple qui a choisi donc de s'immoler pour sauver les arbres avec la Shoah, j'ai trouvé que le rapprochement était non seulement forcé, mais du coup un petit peu gênant. C'est vrai. Alors, je vais lire le passage. Oui, puisque voilà, le passage, c'est la page 444. Le drame de Kéjarli constitua longtemps pour les Bichnoi ce qu'on appelle de nos jours un traumatisme transgénérationnel. Même si la mémoire de l'immolation était fidèlement transmise, génération après génération, son récit s'accompagna d'un lourd cortège de non-dits et de sentiments de culpabilité. Le classique, complexe des survivants, bien connu des rescapés de la Shoah et, plus généralement, de toute forme de génocide, massacre ou prise d'otage. Oui. Donc, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Et par ailleurs, avant d'écrire ça, j'ai demandé conseil à des amis dont les parents ou les grands-parents avaient été décimés dans la Shoah parce que justement, on ne peut pas faire de comparaison entre un génocide industriel comme celui qu'Hitler avait programmé et puis cette histoire-là. Et ce sont eux qui m'ont dit tu peux employer le mot Shoah. Donc je crois que là, Florence, vous vous méfiez de trop de choses. Allez avec votre cœur vers les choses et les gens. Allez, en particulier en Inde, vous êtes invité chez les Bichnoi. Ils m'ont dit qu'ils vous recevraient les bras ouverts. Je vous écoute quand même jusqu'à la fin. Je ne cherche pas des livres qui me donnent une vérité, ou plus exactement, qui me disent que penser. Et c'est vrai que je suis méfiante quand je lis sur la 4e de couverture de votre roman qu'on va nous dévoiler une vérité et qu'on va nous parler des enjeux majeurs de notre temps. Je me demandais si tout simplement vous, en fait, vous ne lisiez pas et donc n'écriviez pas pour trouver des réponses véritablement. Je cherche à écrire parce que je pratique une écriture du partage et je crois en l'homme. Je crois dans la vertu de la lecture pour justement révéler les contradictions. Je fais ça comme une passeuse très humble, ça ne va pas plus loin et je ne suis confiante, moi, je ne suis pas méfiante. Voilà, on parlait avec vous et Florence Bouchy-Dumonde de La Forêt des 29, Irène Frein. C'est chez Michel Lafon. Encore merci pour ce beau voyage. Merci Daniel, à bientôt.